D'ici quelques jours et probablement même quelques heures si tout se passe bien, SpaceX s'apprête à lancer une 5e fois son mythique duo Starship Super Heavy pour un vol qui s'annonce particulièrement haut en couleur et important à suivre. SpaceX s'apprête en effet à tenter de récupérer le plus gros élément du duo Super Heavy et le faire se poser sur son pas de tir rattrapé avec une précision de l'ordre des centimètres par les 2 bras robotisés installés sur la tour de lancement. Alors entre ça et les grosses actualités du programme, eh bien je vous propose de faire un nouveau point Starship et surtout ce qui nous attend pendant le prochain vol. Avant d'y arriver, je vais quand même rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, partager cette vidéo et poser toutes les questions que vous pourriez avoir en commentaire. Enfin, si vous désirez soutenir la chaîne et envisager d'acheter du matériel astro, peluches en forme de terre, météorites et autres, eh bien sachez que vous pouvez aussi aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description. Allez, sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Vous vous souvenez probablement tous d'IFT-4, le 4e vol du duo Starship Super Heavy qui eut lieu le 9 juin 2024. Bon alors, soyez rassurés, je ne vais pas passer 3 heures dessus, mais ce vol allait signer une très nette amélioration pour SpaceX et son nouveau lanceur lourd. Déjà, Super Heavy allait réussir à se poser assez précisément en mer, au lieu de s'écraser comme ce fut le cas lors du 3e vol. SpaceX allait aussi utiliser une tour de lancement virtuellement placée en mer pour tester la capacité de Super Heavy à se positionner précisément et revenir à un point donné, et le tout avec une marge d'erreur suffisamment faible. Et de son côté, Starship allait aussi nous réserver du spectacle. Malgré une réentrée atmosphérique assez chaotique au cours de laquelle il subit de lourds dommages, on parle notamment d'au moins un aileron à moitié arraché, il allait aussi réussir à se poser en sécurité dans l'océan Indien au large des côtes australiennes. Et c'était tout ce qu'il fallait pour passer à l'étape suivante et commencer à tenter de récupérer les véhicules. Bon, bien sûr, tout ceci ne se fait pas non plus sans quelques améliorations. Du côté du Starship, par exemple, le bouclier thermique a été en partie revu et refait, avec notamment l'ajout d'une couche intermédiaire entre les tuiles de protection thermique et l'acier du Starship, qui agit comme une sorte de dernière barrière. Et cette solution, même si elle a l'inconvénient de rajouter une charge qui réduit les performances du Starship, est pour le moment la meilleure. Si SpaceX semble vouloir régler ce problème avec le Starship 33, qui sera le premier Starship V2 et devrait voler lors du 7e vol, le bouclier thermique souffre de perte de tuiles déjà depuis avant le premier vol. Alors je ne vais pas revenir dessus longtemps, la situation s'est bien améliorée, c'est un fait, mais il semble malheureusement que la fixation des tuiles ne soit pas optimale, et ça eh bien, c'est assez grave. La perte des tuiles rend en effet localement l'acier inoxydable du Starship particulièrement vulnérable, et il risque ainsi de se désintégrer. Lors du 4e vol, en plus de la perte de cette huile qui était assez grave, du plasma à plus de 1700 degrés Celsius s'était aussi infiltré dans certains endroits des ailerons à cause de la disposition des tuiles et d'une couverture trop faible. En fait, le bouclier thermique s'arrêtait localement un tout petit peu trop tôt et ne protégeait pas certaines zones qui en avaient besoin. Dès lors, si l'entreprise d'Elon Musk voulait espérer faire mieux que les vols précédents, eh bien n'avait pas d'autre solution que d'améliorer le bouclier thermique pour ce nouveau vol. De façon plus générale d'ailleurs, tant Super Heavy que Starship cumulent ainsi les petites améliorations mineures pour améliorer tant leur performance que leur fiabilité. Et ce sera important car ce nouveau vol s'annonce en effet particulièrement haut en couleur. Déjà, l'objectif premier sera de réussir à faire se poser Super Heavy et le récupérer en une seule pièce. Si avec ses plus petits lanceurs Falcon 9, SpaceX a fait le choix d'un retour en mer sur une barge ou lorsque c'est possible sur une piste dédiée au sol, les choses seront radicalement différentes pour Super Heavy. L'objectif avec Starship et Super Heavy est en effet d'optimiser les véhicules au mieux. Or, malheureusement, les pieds d'atterrissage, comme on les voit sur les Falcon 9, sont lourds, rajoutent une masse, difficiles à développer, sont un point qui peut malheureusement aussi provoquer des accidents, et l'un dans l'autre, eh bien, ce n'est pas la meilleure solution. Ce dernier ne va en effet pas se poser directement au sol, mais est rattrapé au-dessus de celui-ci par les bras de la tour de lancement et se posera sur une sorte de tout petit pied dédié, enfin plus qu'à vous vous en doutez, au niveau des ailerons. Et ça demandera une grande précision. Si les bras de la tour de lancement font un geste trop imprécis ou trop rapide, ou trop lent, si Super Heavy est un peu trop décalé ou se pose un peu trop vite et si d'une façon générale un des éléments ne fait pas son boulot correctement, le véhicule de 71 mètres de haut, 9 de large et probablement près de 250 tonnes à l'atterrissage peut alors être lourdement endommagé, tomber et même exploser, risquant alors de causer de lourds dommages aux installations au sol. Pas étonnant donc que SpaceX ait aussi testé les bras de la tour de lancement à plusieurs reprises avec un article de test pour des essais au sol.
Car même si elles ne sont pas précisément connues, les marges d'erreur sont extrêmement faibles et laissent peu de place à l'erreur pour la tour de lancement et Super Heavy. Ce dernier devra en effet réussir, en étant près de 7 fois plus grand que Falcon 9, un atterrissage au moins aussi précis que sa dernière lors des retours sur Terre ou en mer. Ainsi, lors du 4e vol, utiliser une tour virtuelle pour tester les capacités de Super Heavy allait être la solution la plus intelligente pour limiter les risques de dégâts. Encore plus quand on sait que, une fois Super Heavy récupéré, ce sera au tour de Starship de passer par cette étape. Et quand on sait que les plans pour faire du Starship une réussite commerciale et même développer le ravitaillement en orbite, crucial pour lancer un Starship vers la Lune ou Mars, reposent sur cette réutilisation en série des deux véhicules, eh bien, réussir à récupérer Super Heavy et Starship est probablement l'un des éléments les plus capitaux du programme. Du côté du Starship, enfin, il faudra probablement encore attendre un peu pour le voir être récupéré. Si aucune annonce officielle n'indique encore de date précise, on peut décemment espérer que vers IFT7, et si SpaceX avance particulièrement rapidement, même IFT6, on ne commence à parler du retour au pas de tir du véhicule. À ce moment-là, un peu comme Super Heavy, le Starship se posera sur ses ailerons avant pour être rattrapé par les bras de la tour de lancement, et ce sera encore une manœuvre plus compliquée. Au lieu d'un retour depuis la frontière de l'espace, c'est en effet depuis l'orbite terrestre que le véhicule devra revenir après une réentrée dans l'atmosphère, et la précision avec de telles manœuvres et de telles distances en jeu sera un élément très compliqué à gérer. Pas impossible bien sûr, mais disons que ça demandera encore un peu de travail à SpaceX. Et pour ça, eh bien, ça aurait plus de sens que SpaceX attendit FT7, qui devrait inaugurer le Starship V2. Ce dernier améliorera en effet la stabilité, le contrôle et la résistance du Starship lors du retour dans l'atmosphère, un élément essentiel pour éviter à ce dernier de s'écraser telle une bombe sur des installations sensibles. Enfin, dans les actualités plus récentes, on allait aussi avoir l'occasion de reparler des moteurs Raptor qui équipent Starship et Super Heavy. SpaceX continue en effet de mettre à l'épreuve son moteur sur le site de test de McGregor au Texas, où un exemplaire a été mis à feu pendant près de 15 minutes fin septembre. Cet essai cumule en tout 897 secondes d'allumage, soit plus que ce qu'un moteur devrait cumuler au cours d'un vol normal. Même si on ne sait pas s'il s'agit d'un Raptor V2 ou d'un essai des tout nouveaux V3, qui sont lourdement simplifiés, il est en tout cas clair que le moteur gagne en fiabilité. En parallèle de tout ça, on notera aussi la récupération partielle d'une partie de la section des moteurs du Super Heavy numéro 11, qui avait justement volé pour le 4e vol. Les débris ont désormais été ramenés à Starbase et seront probablement inspectés sous toute leur couture. Il y a en effet, malgré leur séjour en mer, énormément de choses à apprendre sur le comportement des moteurs pendant le vol et l'atterrissage. Et même si SpaceX récupère énormément de données de télémétrie en temps réel, à travers une armée de capteurs de pression, température et caméras, eh bien rien ne remplacera une analyse approfondie en réel. D'autant plus que la majorité des moteurs semblent en relativement bon état, si ce n'est que quelques tuyères sont déformées, et ce sont les premiers que SpaceX peut récupérer relativement intacts, au prix d'efforts assez importants puisqu'il aura fallu plusieurs jours pour y arriver. Dans tous les cas, il va maintenant falloir surveiller le 5e vol qui s'annonce incroyable à suivre et comme une des étapes les plus importantes pour le développement du Starship. Et en fonction de son résultat, eh bien, on peut espérer que SpaceX réussisse la récupération de Super Heavy dès le vol suivant au plus tard, IFT6, et qu'on ne passe à l'étape supérieure rapidement après. Surtout que le second pas de tir avance désormais lui aussi assez rapidement, mais ça eh bien, j'en reparlerai dans quelques jours. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous en direct pour suivre le lancement. D'ici là, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.